Communication et coopération sont des piliers de l'Empire des fourmis qui permettent 3 accomplissements particuliers qui surprennent. Tout d'abord, l'agriculture que j'ai brièvement mentionnée, inventée par les fourmis il y a plusieurs dizaines de millions d'années avant les humains éternels deuxième. Et voilà comment. Des recherches ont révélé que cette révolution agricole chez les fourmis a peut-être été stimulée par un changement climatique important il y a environ 30 millions d'années. Environ 240 espèces de fourmis, y compris les fourmis coupeuses de feuilles, sont connues pour cultiver des champignons dans les Amériques et les Caraïbes. Leur culture souterraine alimente des sociétés complexes basées sur l'agriculture durable et résistante aux maladies et aux parasites. Ces fourmis pratiquent une stratégie commune. Elles récoltent des morceaux de végétation non pour se nourrir, mais pour nourrir leurs précieux champignons, qu'elles cultivent à grande échelle. Les champignons qu'elles cultivent ne sont jamais trouvés à l'état sauvage et sont maintenant totalement dépendants des fourmis. Les recherches génétiques montrent que le développement des systèmes agricoles avancés des fourmis a coïncidé avec de grands changements climatiques anciens. Le passage de leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs dans des forêts tropicales humides à des environnements plus secs a peut-être suscité l'innovation agricole. Les fourmis ont réussi à cultiver un seul type de culture sans pour autant que celui-ci succombe aux maladies ou aux parasites qui menacent les cultures humaines lorsqu'elles perdent de la diversité génétique. Elles réalisent cette prouesse remarquable en gardant leur salle de jardin souterraine impeccable pour limiter la possibilité de maladies et en produisant une sorte d'antibiotique naturel qui agit comme un pesticide. Cet exemple n'est pas le seul représentant dans l'agriculture de fourmis, car les fourmis du genre Siphomirmex sont un autre exemple fascinant de l'ingéniosité des fourmis dans le domaine de l'agriculture. Ces fourmis, contrairement à leurs cousines les fourmis coupeuses de feuilles, ont adopté une approche moins chiante mais tout aussi efficace pour cultiver leur nourriture. Les Siphomirmex cultivent des levures de couleur jaune pâle à ambre. Ces levures sont cultivées et consommées par les fourmis, un peu à la manière dont les humains consommeraient des raisins. Ce mode d'agriculture est remarquable car il ne nécessite pas la coupe et le transport de feuilles, une tâche ardue qui caractérise l'agriculture des fourmis coupeuses de feuilles. L'un des aspects les plus intéressants de leur technologie agricole est leur méthode de fertilisation. Les Siphomirmex utilisent des excréments de chenilles comme engrais pour les cultures de levure. Cette stratégie témoigne de leur capacité à utiliser efficacement les ressources disponibles dans leur environnement. Au lieu de dépendre des sources externes de nourriture, elles tirent parti d'un déchet facilement accessible pour enrichir leur culture. Les stratégies des fourmis maintiennent efficacement les pathogènes en échec sans les éradiquer, atteignant un équilibre durable que les humains feraient bien d'observer. Les colonies de fourmis intégrées dans l'écosystème local offrent des leçons potentielles pour les agricultures humaines, montrant comment une coévolution stable peut produire une agriculture durable. Ensuite, l'élevage est un deuxième mécanisme pratiqué par les fourmis avec notamment les interactions symbiotiques entre les fourmis Lasius flavus et les pucerons des racines qui sont un spectacle sauvage et complexe. Dans ce pacte de survie, chaque colonie de fourmis se spécialise dans un nombre restreint de variétés de pucerons, surtout dans des chambres souterraines de leur empire. Imaginez les fourmis comme des fermiers qui s'occupent de leurs animaux élevés pour la nourriture. Elles s'occupent des pucerons qui sont comme leur bétail. Mais au lieu de les laisser tous grandir, les fourmis dévorent une bonne partie des pucerons quand ils sont encore jeunes. Cela semble brutal et ça a un avantage inattendu pour les pucerons qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Ils n'ont plus à se disputer la nourriture étant moins nombreux. C'est un peu comme si les fourmis géraient une ferme où elles décident qui grandit et qui crève pour s'assurer que les animaux restants aient assez de ressources pour prospérer. Pour les pucerons qui atteignent l'âge adulte, c'est le paradis. Ils peuvent se reproduire abondamment sans se soucier de la concurrence pour la nourriture, car les fourmis ont déjà réduit le nombre de bouches à nourrir. En somme, c'est une situation gagnant-gagnant pour les fourmis et pour les pucerons qui survivent et se reproduisent. Bien entendu, pour les pucerons qui se font envoyer au ciel, c'est déjà moins cool, mais passons. Mais il y a encore plein de mystères. Comment ces pucerons se sont-ils retrouvés à troquer leur liberté contre un toit et un repas? Ces deals semblent plus tenir la route si les pucerons profitent en termes de reproduction et si la vie sous la protection des fourmis leur offre un meilleur deal que la liberté. Les fourmis L. flavus, blanches comme des fantômes à cause de leur vie souterraine, ont un territoire de chasse limité à la zone autour du nid. Cela restreint leur menu, mais rend super facile la protection et le contrôle de leur troupeau de pucerons. L'élevage intensif de pucerons est donc une réponse logique à cette vie de taupe, une tactique maligne pour exploiter au max les ressources du coin. Il existe toutes sortes de collaborations ou mutualismes entre différentes espèces de la nature. Certains de ces partenariats sont les résultats d'une longue histoire commune, où les espèces évoluent ensemble de manière très spécifique et où les générations se transmettent leurs partenaires symbiotiques, un peu comme un héritage familial. D'autres partenariats sont plus ouverts et moins spécifiques, où les espèces choisissent leurs partenaires plus au hasard et sans trop de préférence. Dans le monde des fourmis, de nombreuses espèces profitent de leurs relations avec les pucerons de manière décontractée. Certaines de ces relations entre fourmis et pucerons sont très étroites et spécifiques. Cependant, les fourmis Lasius flavus et leurs pucerons ont une relation unique. Elles sont comme des partenaires inséparables, chacune jouant son rôle de fermier ou de bétail. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles ne sont pas privilégiées une espèce de puceron en particulier. Elles sont liées dans leur mode de vie, mais sans montrer de préférence particulière pour une espèce de puceron spécifique. C'est un peu comme une famille où tout le monde s'entend parfaitement bien, mais sans favoriser un membre en particulier. Il y a encore beaucoup à apprendre sur la façon dont fonctionnent ces collaborations entre les fourmis et les pucerons. Quand on compare cette relation à nos propres méthodes d'élevage d'animaux, où on évalue ce qu'on gagne et ce qu'on perd, on commence à comprendre et à s'intéresser davantage à ces stratégies d'élevage des fourmis. On se demande comment la nature, à travers la sélection naturelle, a pu conduire ces insectes à développer de telles méthodes pour obtenir leur nourriture. Cliquez ici pour regarder la vidéo complète.